Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette vidéo numéro 4 relative au cours Analyse d'objets audiovisuels. Ce sont les approches esthétiques, Master 1 2020-2021, Université Sorbonne Nouvelle. Voilà, j'ai tout. Bon, après avoir en quelque sorte vous avoir présenté une première façon d'envisager la question de l'esthétique à travers, donc je dirais, sa conception générale, pas uniquement cinématographique, et à travers les différentes manières dont on avait pu parler de l'esthétique tout au long des siècles. Maintenant, je vous propose d'être, même si on avait déjà parlé de cinéma, on avait déjà illustré les choses avec des extraits, on avait déjà fait fonctionner ces réflexions-là avec des extraits filmiques, je vous propose maintenant d'être dans une perspective peut-être un petit peu plus cinéma centrée, ou en tout cas média audiovisuel centré, pour prendre en compte en fait aussi la démarche d'analyse, qu'est-ce qu'elle amène, comment est-ce qu'elle s'effectue et finalement quel est son but. Donc ça va être un peu maintenant quelque chose, un des enjeux du discours que je vais vous tenir. Une des premières choses que je voudrais dire, c'est que souvent en licence, quand on fait des analyses de films, on les fait notamment sur table, avec, on a 2 heures, un extrait de 5 ou 6 minutes, qu'on regarde 4 ou 5 fois, avec une très légère remise en contexte par rapport au moment du film où on est, qui sont les personnages, etc. Et donc on est dans la position où on analyse l'extrait vraiment de façon très isolée. Et c'est tout à fait justifié parce que c'est un exercice. Hein. Il s'agit d'exercer son regard, sa sensibilité, son intellect pour voilà, repérer ce qui est saillant à l'intérieur d'un film, essayer de comprendre le geste de création, essayer de comprendre les effets, les significations que produit le film, par quels moyens, tout ça. Et donc on est très centré sur une séquence, juste sur le texte, pas vraiment sur le contexte, dans ce cas de figure. Et puis on analyse seulement cette séquence et pas le film entier, on ne l'analyse pas de manière comparée, etc. Alors que dans un mémoire de recherche, c'est une situation différente où les analyses que vous produisez sur les films ou les séquences ou les productions audiovisuelles que vous avez dans votre corpus, eh bien ces analyses, vous les faites avec un temps libre. Je vous conseille de visionner de très nombreuses fois, évidemment, les séquences que vous analysez pour bien le faire. Ces analyses, elles sont aussi reliées à un discours général que vous tenez, une problématique que vous examinez. Vous pouvez, comme je l'ai fait pour Memories of Murder, analyser une séquence aussi comme la métonymie du film entier, c'est-à-dire la métonymie, c'est la partie qui vaut pour le tout, hein. C'est-à-dire que l'analyser comme représentative du style, de la vision du monde que développe un film dans son ensemble. Et donc vous pouvez faire des liens avec le reste du film, vous pouvez faire des liens avec d'autres films, et vous pouvez également, et c'est même conseillé, hein, remettre en contexte les choses que vous analysez. La remise en contexte n'est pas forcément une obligation, ça dépend des sujets. Il peut arriver qu'il y a des sujets de mémoire ou de recherche de façon générale qui justifient totalement le fait qu'on oublie le contexte et qu'on se concentre uniquement sur le texte. Le texte, ça veut dire l'œuvre, hein, du coup. Hein. Texte, contexte, voilà, c'est plus parlant de le présenter comme ça, et texte veut dire œuvre, je dirais, si si on applique le vocabulaire du structuralisme, qui est un petit peu daté, donc voilà. À ce sujet, d'ailleurs, sur la priorité à donner au texte parfois par rapport au contexte, en fonction des problématiques que vous avez, eh bien, je vais vous mettre sur l'espace de Coricampus l'introduction du livre de Nicole Bronez, de la figure en général et du corps en particulier, qui est un vrai texte théorique sur ce qu'est l'analyse. Alors, elle parle vraiment d'un type d'analyse particulier qui est l'analyse figurative, qui est une sorte d'analyse esthétique du cinéma, comme il en existe d'autres. Mais ce qu'elle dit peut être rapporté à tout type d'analyse esthétique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où le texte prime sur le contexte. Néanmoins, tous les éléments de contexte sont évidemment bons à prendre et peuvent servir également vos analyses, que ce soit la remise
replacer le film dans son contexte historique, par exemple, parce qu'effectivement, on n'a pas, par exemple, les mêmes possibilités technologiques en 1930 qu'en 2010, par exemple, en termes de mouvement de caméra, en termes de son, etc. Replacer le film dans son contexte culturel aussi, ça c'est important. Je crois aussi qu'aujourd'hui, nous avons des valeurs qui ont changé, qui ont progressé depuis des époques antérieures du cinéma, et je dirais, tout en pouvant regarder les représentations anciennes de manière un petit peu critique, il faut aussi pouvoir les replacer dans leur contexte culturel de l'époque. Si on voit des rôles archétypaux d'hommes et de femmes dans des films des années 50 ou des années 60, il faut quand même, voilà, sans, c'est pas la question d'excuser ou non, enfin, mais il faut bien se prendre en compte le fait que ces films-là correspondaient à la norme de l'époque. Et on peut être critique vis-à-vis de cette norme. On en a tout à fait le droit, hein, il n'y a aucun souci avec ça, mais sans forcément reprocher au film lui-même de n'être que le reflet finalement de son époque. Donc replacer dans le contexte technologique, replacer dans le contexte culturel, replacer aussi dans le contexte vis-à-vis des autres films qui participent du même courant, qui participent du même style, qui participent de la même époque, parce qu'on peut parfois davantage saisir les enjeux d'un geste de mise en scène ou de montage si on comprend ce qui se fait de manière majoritaire à l'époque et voir à quel point c'est original ou non, etc. Mais dans tous les cas, de toute façon, s'intéresser aux formes, c'est aussi prendre vraiment en compte le geste artistique en tant que tel, ou le geste créatif de façon générale. Et il faut bien prendre en compte aussi le fait que cette prise en compte de la forme n'est pas forcément rapportable à une subjectivité qui serait celle d'un auteur. On peut très bien analyser, par exemple, des films hollywoodiens hyper classiques, on peut analyser des émissions de télévision, on peut analyser des retransmissions de matchs de foot pendant qu'on y est, c'est-à-dire ou des sitcoms dans lesquels les caméras sont toujours posées aux mêmes endroits pour toujours accomplir le même type de plan, etc. On pourrait se dire dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a vraiment à analyser en termes formels, s'il n'y a pas d'originalité, s'il n'y a pas de subjectivité très forte derrière, la vision du monde que vous offre un système. C'est ça, un système industriel qui a prévu certaines normes, et ces normes-là, elles peuvent également s'analyser sous l'angle esthétique, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien analyser les originalités saillantes que des auteurs qui ont le contrôle total sur leurs films nous proposent, dans des films très originaux et très inventifs, comme on peut analyser des productions très sérielles, dans lesquelles il n'y a même pas d'auteur identifié, qui fonctionnent uniquement sur des normes de production répétées ad nauseam, et on peut les analyser également sous l'angle esthétique, parce qu'elles créent quand même des choses sous l'angle esthétique. Placer la caméra à un endroit plutôt qu'à un autre, ça crée quelque chose, et même si c'est une norme de production et pas le choix créatif d'un individu, ça reste une décision, disons, si c'est pas celle d'un individu, celle d'un système, celle d'une société. Et donc l'analyse esthétique peut aussi nous permettre de saisir des choses sur la société qui a produit les films ou les productions audiovisuelles que l'on analyse. C'est aussi un moyen de comprendre ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement étudier la société pour comprendre ce qui se passe dans les films, il faut aussi étudier les films ou les productions audiovisuelles pour comprendre ce qui se passe dans la société. C'est un petit peu le programme que mon collègue Christian Fegelson a dû vous présenter, par exemple lorsqu'il s'est agi de la ciné-histoire de Marc Ferraud. L'idée de ne pas seulement prendre les films comme un reflet de connaissances historiques qu'on a déjà par ailleurs, mais de considérer qu'il se passe dans les films, et notamment dans leur forme esthétique, c'est-à-dire dans leur choix de mise en scène et de montage, qu'il s'y déroule des enjeux historiques auxquels seuls les films donnent accès, en fait, à l'historien. Qui donc, la forme des films, en fait, est porteuse aussi d'un certain sens historique, de certains phénomènes historiques, qui n'est présente que là-dedans et qu'on ne peut comprendre que de cette façon. Et peut-être que, voilà, enfin, nos films pornographiques, nos sitcoms sériels, nos publicités, nos émissions de télé-réalité, si on les analyse sous l'angle esthétique, on peut en tirer aussi des choses très fortes sur, finalement, pas sur l'individu ou les individus qui ont tourné ces choses-là, mais sur la société qui les produit, sur ses normes, sur ses valeurs, sur la façon dont elle présente des corps, la façon dont elle met en scène les choses. Ça, c'est voilà,
une porte d'entrée en fait dans l'inconscient collectif d'une société qui est absolument irremplaçable et qui est trop peu explorée parce que on a tendance à finalement à réserver en quelque sorte les analyses esthétiques aux études des grandes œuvres d'art, hein, ou des films originaux, inventifs, dans lesquels s'affirme vraiment la subjectivité d'un auteur, etc. Et puis à considérer que les productions audiovisuelles plus sérielles, plus triviales, elles pourraient être l'objet que d'analyses sociologiques, voilà, enfin, mais pas historiques, mais pas de discours esthétiques. Et je pense que là, on est aussi à un moment de l'histoire de la pensée où on commence vraiment à se prendre en compte l'étude esthétique des productions les plus sérielles et les plus normées de l'audiovisuel et du cinéma. Euh, Pas forcément pour approuver ou légitimer ces objets, même pas forcément pour les critiquer d'ailleurs, parfois ça peut l'être, mais pour mieux comprendre la société qui produit ces objets-là. On ne peut pas se contenter simplement du contenu. Il faut aussi prendre en compte la forme, le combat des formes, comme disait Michel Foucault. C'est peut-être le combat dans lequel se joue le plus d'enjeux au niveau socio-culturel. Et alors sur cette idée, donc de la question que l'analyse esthétique, ça pourrait être aussi quelque chose qui se fait à partir du texte pour remonter vers le contexte, plutôt que l'inverse, passer d'abord par le contexte avant d'arriver au texte. Donc le texte de Nicole Brenez est quelque chose, est un texte tout à fait intéressant que vous aurez donc sur e-campus. L'idée, donc, c'est que finalement, derrière tout ça, c'est que dans un mémoire de recherche, dans un ouvrage, dans un article, quand on fait de l'analyse de film ou de séquence, en fait, on remonte toujours vers quelque chose de plus vaste que le film, au fond. C'est-à-dire qu'on va vers l'idée de la compréhension de la société, on va, comme je l'ai dit, on va vers l'idée de la compréhension de l'histoire. Alors l'idée de la compréhension de la société, je refais encore un petit exemple, mais par exemple, je sais que mon camarade, mon collègue Thomas Pillard vous a parlé du texte de Laura Mulvey sur plaisir visuel et cinéma narratif. C'est l'exemple type d'une analyse esthétique, c'est-à-dire d'une analyse qui est avant tout une analyse de mise en scène et de montage sur les normes du cinéma hollywoodien classique pour explorer l'inconscient collectif patriarcal d'une société à travers le type de mise en scène qui s'applique différemment sur les corps masculins, qui eux sont plutôt porteurs du regard, et sur les corps féminins, qui sont plutôt objets du regard. Ce texte, avec tous les, on va dire, tous les correctifs que lui a apportés par ensuite son autrice, est un texte qui illustre parfaitement cette idée de la jonction entre l'analyse esthétique et une analyse de type socio-culturel, et avec l'idée que c'est vraiment la prise en compte de la forme qui nous dit exactement ce qui se passe dans les films. Prise en compte de la forme, évidemment, jamais dissociée du contenu ou du thème ou du sujet exploré par le film, puisque c'est un des principes de base de l'esthétique, c'est que forme et contenu sont indissociables. On les dissocie uniquement dans la décomposition analytique que l'on fait. Et donc on arrive toujours avec, ensuite, comme on l'a fait avec Memories of Murder, un discours plus vaste que le film lui-même. Un discours plus vaste sur la société, un discours plus vaste sur l'histoire, un discours plus vaste sur l'existence humaine, de façon générale, parce qu'il y a aussi cette dimension philosophique qu'on avait déjà quand on parlait de la pensée des formes, en disant que ça pouvait être une pensée avec les formes et pas seulement sur les formes. Alors voilà un peu les idées que je voudrais explorer avec vous, en commençant par l'idée que en quoi la forme c'est intéressant déjà, et en quoi c'est indissociable du contenu. Et ben, un des tout premiers exemples de scandale de l'histoire du cinéma. Donc un exemple de scandale, c'est un exemple qui provoque une panique morale. Donc c'est forcément une analyse qui a des dimensions sociales et culturelles. Si ça choque, c'est qu'il y a dans le corps social des structures qui font que ça choque. C'est un très court film de Thomas Edison qui s'appelle The Kiss et qui date de 1896, donc tout début de l'histoire du cinématographe. Et l'histoire de The Kiss, en fait, je vous la raconte après vous avoir montré ce court extrait.
Donc c'est même pas, c'est le film lui-même, hein, qui est très court, évidemment. Voilà, alors qu'est-ce qui est ici prégnant dans The Kiss? Pourquoi est-ce que ça choque? Est-ce que c'est parce que les deux personnages s'embrassent à pleine bouche, préfigurant, et presque en se parlant, préfigurant par cette intimité celle de Cary Grant et de Ingrid Bergman dans le fameux exemple de Notorious d'Alfred Hitchcock, qui avait défié la censure interdisant un baiser de plus de 3 secondes en montrant les personnages toujours en train de s'embrasser, puis de se parler, puis de s'embrasser, puis de se parler pendant 3 minutes. Mais ça, c'est en 1946. Et là, on est en 1896 et ce film, et c'est le premier grand scandale sexuel, je dirais, de l'histoire du cinéma, où, par rapport à la représentation d'ordre sexuel, sexuel étant pris au sens large évidemment. Pourquoi est-ce que ça choque? Est-ce que c'est parce que ces deux personnages s'embrassent? Eh bien non, puisque en réalité nous sommes ici en présence de deux comédiens de théâtre qui accomplissaient ce baiser chaque soir sur scène. Donc il y a là quelque chose qui est absolument normal et que les spectateurs sont habitués à voir. La raison pour laquelle ce film choque, la raison pour laquelle il agite les ligues de vertu, la raison pour laquelle il remue quelque chose dans le corps social aux États-Unis à la fin du 19e siècle, c'est à cause du plan rapproché. C'est parce que les deux personnages, ici, ces deux corps, on en est très proche. Il y a une très intense proximité, une sorte d'intimité qui devient du coup obscène. Autrement dit, ce n'est pas le contenu ici de l'image qui pose problème, c'est la forme associée au contenu. C'est le gros plan, entre guillemets. Aujourd'hui, on n'appellerait pas ça un gros plan, mais pour l'époque, c'en était un, si on considère que l'échelle de plan, c'est quelque chose de relatif. Le gros plan qui place les spectateurs dans un état de proximité très inhabituel vis-à-vis des corps qui sont en train d'échanger un geste d'affection, un geste sensuel. Et ça, c'est vraiment un exemple qui nous permet de voir à quel point finalement c'est le problème de la forme qui, bien souvent, associé évidemment indissociable du contenu, euh, porte l'impact d'un film ou d'une production audiovisuelle dans le corps social. D'où l'intérêt évidemment d'étudier les formes. Mais l'analyse de film, ça peut être aussi l'occasion de dire des choses plus larges que l'extrait, que sur l'extrait analysé. Ça peut être l'occasion de dire des choses, par exemple, sur le cinéma dans son ensemble, sur le cinéma, par exemple, en tant que médium, ou sur l'audiovisuel de façon plus large, en tant que médium. Médium, ça veut dire moyen de communication ici, hein, bien entendu. Je vous propose de regarder un extrait fameux d'un film qui s'appelle Lettres de Sibérie, qui est réalisé par Chris Marker en 1955. Donc Chris Marker, c'est le fameux réalisateur de films comme La Jetée en 1962 ou Sans Soleil en 1983, Le fond de l'air est rouge en 1973, etc. Un réalisateur qui navigue toujours un peu à la lisière entre le documentaire, le film narratif, le film poétique, l'art et essai, etc. Enfin, et qui a une œuvre voilà, extrêmement riche, qui parcourt toute la deuxième moitié du XXe siècle et qui déborde un petit peu sur notre siècle à nous. Hein. Et Chris Marker va tourner ce film en 1955. Il est tout jeune homme, donc en URSS, à l'époque, l'URSS, on est en pleine guerre froide. En tant que jeune homme politisé, conscientisé politiquement, il est en France soumis à différents types de discours sur le communisme. Un discours qui vient du Parti communiste français et qui est un discours très élogieux vis-à-vis du modèle communiste. Et à ce moment-là, le Parti communiste français était un parti très fort, hein, il faisait 20-25% aux élections facilement. C'est pas un hasard si à cette époque-là il y a eu beaucoup de conquêtes sociales hein, qui ont été opérées avec un parti de gauche aussi fort qui pesait autant dans la société. Il y avait
on va dire, une forme de méconnaissance, soit aveuglement, soit méconnaissance de ce qu'était réellement le stalinisme à cette époque-là en France. Et donc le discours sur la vie en Union soviétique était un discours élogieux. L'Union soviétique était pris comme un modèle de société. À l'inverse, il y avait toute la presse de droite qui présentait l'Union soviétique, même pas comme un contre-modèle, mais vraiment comme l'enfer sur Terre. Presse de droite, souvent liée aux intérêts des États-Unis, etc. Et bon, ce que je veux dire, c'est que en fait, Chris Marker, il était, en fait, pour construire son positionnement politique, il était soumis au sujet de l'URSS et de la vie concrète en URSS, pays communiste. Il était soumis à deux discours complètement contradictoires. L'un qui disait que c'était le paradis sur Terre et l'autre qui disait que c'était l'enfer sur Terre. Donc il est parti de là-bas, dans des conditions un peu rocambolesques, pour tourner un film documentaire et essayer de voir par lui-même, essayer de rapporter une forme de vérité de ce qu'est la vie en URSS et notamment en Sibérie. Et sur place, il a aussi cette réflexion sur son médium, sur l'idée que de toute façon, le documentaire n'est peut-être pas là pour rapporter la vérité, il est là pour témoigner de certaines choses du monde, mais il le fait toujours avec un certain point de vue, et utiliser le langage du cinéma, utiliser le langage de l'audiovisuel, c'est de toute façon manipuler la réalité. On ne peut pas faire autrement, on ne peut jamais restituer la réalité telle qu'elle. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible, la médiatisation est d'emblée une forme de manipulation sur le contenu. Et par rapport aux formes qu'on utilise, donc, eh bien, ces formes-là ont un impact politique sur le message que l'on souhaite délivrer automatiquement. En fait, il est impossible de faire autrement, même quand on a la plus grande prétention à l'objectivité ou à la neutralité. Et donc, il ramène un film d'une heure dans lequel il y a une séquence étonnante de 3 minutes, dans laquelle le même extrait de 3 plans est répété plusieurs fois, avec à chaque fois un commentaire audio en voix off et une musique d'accompagnement différente. Et donc c'est le moment où on cherche à se poser, voilà, où il se pose la question, est-ce que la vie en ex-URSS, finalement, c'est une bonne vie ou non? Alors, pour parler de cet extrait, un petit instant, je retrouve où il se trouve. Alors, je vais déjà commencer, maintenant que j'y pense, à enlever mon image. Et vous allez la voir. Alors, j'en ai une version avec les sous-titres en anglais, mais je pense que ça ne va pas poser trop de problèmes de compréhension. To this tribute to Yves Montand, I looked l'ami lointain, des bonheurs et de joie nous emplissons les plaies, и сокращаются большие расстояния, когда поет далекий друг. As I listened to this tribute to Yves Montand, I looked around me. Undeniable energy, enthusiasm, and the will to work. A faith that the future will be as bright as the past was dark. Huge gaps and a firm determination to fill them. While recording these images of the Yakutsk capital as objectively as possible, I frankly wondered whom they would satisfy. Because of course you can't describe the Soviet Union as anything but the workers' paradise. Or as hell on earth. For example, Yakutsk, capital of the Yakutsk Autonomous Soviet Socialistic Republic, is a modern city in which comfortable buses made available to the population share the streets with powerful Zims, the pride of the Soviet automobile industry. In the joyful spirit of socialist emulation, happy Soviet workers, among them this picturesque denizen of the Arctic reaches, apply themselves to making Yakutsk an even better place to live. Or else, Yakutsk is a dark city with an evil reputation. The population is crammed into blood-colored buses, while the members of the privileged caste brazenly display the luxury of their Zims, a costly and uncomfortable car at best. Bending to the task like slaves, the miserable Soviet workers, among them the sinister-looking Asiatic, apply themselves to the primitive labor of grading with a drag beam.
Or simply, in Yakutsk, where modern houses are gradually replacing the dark older sections, a bus less crowded than its London or New York equivalent at rush hour passes a ZIM, an excellent car reserved for public utilities departments on account of its scarcity. With courage and tenacity under extremely difficult conditions, Soviet workers, among them this Yakut afflicted with an eye disorder, apply themselves to improving the appearance of their city, which could certainly use it. But objectivity isn't the answer. En effet, l'objectivité n'est pas la réponse non plus. Alors, si on analyse cette séquence, par exemple, dans un mémoire, un travail de recherche, etc., vous comprenez qu'on peut assez facilement monter en généralité et parler du cinéma ou du langage audiovisuel de façon plus large, parce que cette séquence, en fait, est une séquence expérimentale qui expose quelque chose du fonctionnement du cinéma ou de l'audiovisuel. Elle expose le pouvoir de la voix off sur les images. Un pouvoir qui est essentiellement dû au fait que la voix off est émise par quelqu'un qui n'apparaît pas à l'image. Et le fait, cette non-apparition lui donne paradoxalement un très grand pouvoir parce que c'est une voix qui est désincarnée, qui n'est pas implantée dans un corps, et donc c'est une voix qui semble surgir de nulle part et avoir du coup une dimension beaucoup plus véridique, beaucoup plus éternelle, beaucoup moins circonstanciée, beaucoup moins soumise aux aléas des opinions ou autres. C'est la voix de la vérité en quelque sorte, la voix off dans un documentaire ou dans un reportage télévisé. On la questionne beaucoup moins parce que au fond, eh bien, on considère qu'elle ne vient pas d'une personne en particulier, mais qu'elle vient du film, enfin d'une entité qui est invisible. Ça renvoie, alors il y a toute une étude notamment par Michel Chion de ce phénomène, ça renvoie à des affects anthropologiques très anciens, comme par exemple le fait que dans la Grèce antique, la voix des dieux, qui était en fait énoncée par des prêtres, arrivait de derrière un rideau, et donc on ne voyait pas les personnes qui parlaient réellement, physiquement, on entendait juste une voix, et comme on ne voyait pas celui qui l'énonçait, comme celui qui l'énonçait était ce qu'on appelle un acousmètre, eh bien on avait tendance à considérer que cette parole était plus forte, plus véridique, plus éternelle que si elle avait été émise par un corps qu'on aurait vu, un corps trivial qu'on aurait vu en face de nous, un corps contingent. Et bien finalement ce phénomène-là on le retrouve dans les médias audiovisuels et il a été la base de tout le cinéma de propagande finalement des années 30-40 et encore aujourd'hui et bien finalement l'extrait de Chris Marker il illustre parfaitement la manipulation, je dirais inévitable, il ne faut même pas prendre ça au sens forcément négatif, mais la manipulation qu'opère sur le contenu des images et sur leur signification le fait qu'elle soit accompagnée par une voix off qui est censée nous dire ce qu'il y a à voir dans l'image et qui construit notre rapport éventuellement en termes de jugement de valeur vis-à-vis de ce contenu de l'image. Donc ici, quand la voix off nous demande de regarder le bus, on regarde le bus. Quand elle nous demande de regarder l'immeuble, on regarde l'immeuble. Si elle nous demande de porter attention à la défiguration de l'ouvrier qui passe devant la caméra, on ne voit plus que ça, alors que si elle nous dit simplement que c'est un représentant de l'ethnie majoritaire qui est présent dans ces villes sibériennes, à la limite on peut très bien ne pas voir qu'il a un strabisme, etc. Donc la voix off déjà guide notre regard à l'intérieur de l'image, nous dit quel est le sujet de l'image, ce qu'il faut regarder, et selon qu'on change la voix off, eh bien le sujet de l'image change. Et ensuite, évidemment, la voix off, associée à la musique et à ses connotations, soit joyeuses et triomphales, soit sombres et lugubres, construit notre rapport moral à ce qui est représenté. Et donc, on peut, avec les mêmes images, dire que Yakoutsk est le paradis sur Terre, ou dire que Yakoutsk, c'est l'enfer sur Terre. Il suffit de changer ce que dit la voix off. Et on peut évidemment voir à quel point cette analyse de cet extrait-là, de cette expérience de cinéma, nous permet de dire des choses
plus vaste que, que sur le film lui-même, nous permet de parler de l'univers audiovisuel en général, nous permet de parler notamment des journaux télévisés et de ces incessants reportages télévisés que nous pouvons voir et maintenant même toute la journée, puisqu'il y a des chaînes d'information en continu dans lesquelles on est quasiment tout le temps face au même euh, dispositif que celui que Chris Marker met en exergue dans cet extrait, c'est-à-dire des voix off qui s'appliquent sur des images et qui nous disent à la fois ce qu'il faut voir dans les images, ce qu'elles contiennent, quel est leur sujet et ce qu'il faut en penser. Et ça, malgré toute la conscience professionnelle et malgré toutes les volontés d'objectivité des journalistes, eh bien, quand c'est le cas, parce que ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, eh bien, c'est quand même de la manipulation. C'est une manipulation inévitable, en un sens. On ne peut pas la contrer, on ne peut pas faire sans. Et l'important pour Chris Marker, c'est de rendre ses spectateurs, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas mettre de la voix off sur des images. On peut créer des chefs-d'œuvre avec ça, il n'y a pas de souci. C'est de rendre ses spectateurs conscients de la manipulation, de les rendre plus conscients du médium cinéma lui-même. Et nous-mêmes, en tant qu'analystes de cette séquence, nous pouvons remonter jusqu'au fonctionnement du médium audiovisuel et tenir un propos analytique plus général sur l'ensemble des images accompagnées de voix off qui pullulent dans notre civilisation. Voilà pour cet extrait. Continuons sur cette voie-là, cette idée que l'analyse de film nous sert à mener une réflexion plus large sur le langage du cinéma de façon générale. Après, ce qu'on pourrait appeler une perspective médiatique, ici je ne l'ai pas inscrit, avant Lettres de Sibérie, on pourrait parler par exemple d'une perspective narratologique. En parlant de narratologie, non pas simplement comme l'étude du scénario, ne surtout pas limiter la narratologie cinématographique à cela, même si c'est malheureusement un petit peu à ça qu'elle l'a été assez souvent, mais parler vraiment de narratologie au sens de la façon particulière dont le cinéma raconte des histoires, sachant qu'il les raconte avec le scénario, comme document préparatoire d'un film, bien entendu, mais également qu'il y a des choses qui passent de l'histoire par la mise en scène, par le montage, par le rapport entre image et son. Donc il y a aussi une façon singulière, une façon spécifique qu'a le cinéma de raconter des histoires. Et donc si on est si on prend en compte la narratologie sous cet angle-là, pas uniquement le scénario, mais tout ce qui concerne la mise en scène, l'apparaître des choses, la transformation des choses à l'intérieur du film, eh bien la narratologie fait également partie, les perspectives narratologiques font également partie de l'esthétique, du champ de l'esthétique. Et pour ce faire, je vous propose de regarder le début du Voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, qui est un film de 1948, particulièrement fameux dans l'histoire du cinéma, déjà parce que c'est un film d'une très grande beauté, d'une très grande réussite, mais aussi parce que c'est un des films phares de ce courant cinématographique extrêmement important qui s'appelle le néo-réalisme italien. Donc dans l'Italie de l'après-guerre, ce nouveau courant du cinéma qui va dans la rue, qui incorpore des techniques ou en tout cas une éthique liée au documentaire pour tourner quand même des films de fiction. Mais dans les décors réels, avec des comédiens souvent qui sont non professionnels et qui cherchent voilà, à établir un nouveau rapport en fait entre le spectacle cinématographique et les spectateurs à partir d'un nouveau rapport qui s'est établi au tournage et au montage entre le film et le monde dont on voulait témoigner. Le voleur de bicyclette, bon, le titre lui-même vous indique globalement quel est l'enjeu du film, et puis j'ai pas besoin de vous raconter grand-chose puisque je vais vous inviter à regarder le début de ce film, les 2-3 premières minutes à présent. Vous aurez des sous-titres anglais à nouveau, mais je pense que ça posera pas trop de problèmes.
Ricci! Ricci! Anna Madonna, ma che stai solo andando? Pazienza e vedremo di sistemarvi tutti quanti. Io sto qua per questo. Vedremo un po' quello che si può fare. Ari, c'è il posto. È il posto. A Tacchino. Te rappresenta al centro affissioni. Gli dai sta carta e te porti il libretto. C'è niente per noi. Mannaggia la miseria, oh. E qua? Per noi? Ci sono due posti per tornitori, ma qui tornitori non ce ne stanno. E se non sono tornitori devo seguire hasta qui a fare la muffa. Oh, e puoi sfogare con me. Ari, ricordati di portare la bicicletta. Ci vuole la bicicletta. C'è stato pure lì, no? La bicicletta? Ce l'ho e non ce l'ho. Subito no. La posso avere fra un po' di giorni. No, ce l'ho subito, se no non te viro. E non è uguale. Questi primi giorni faccio il servizio a piedi. Parliamo se chiaro, Ari, ce l'hai o non ce l'hai sta bicicletta? Se non ce l'hai bisogna dare posto a un altro. Ce l'hai una bicicletta? E che ce l'ha solo tu la bicicletta? Ce l'ho pure io. Ma tu sei muratore, sei di un'altra categoria. E cambia la categoria. Ma non so. Allora Ricci, sta bicicletta c'è sta o non c'è sta? C'è sta. Stamattina mi presento. Oh, non fa ma coglionasse, se non ti presenti con la bicicletta non c'è niente da fare. Perché sto aspettando altri 2 anni? Mi presento con la bicicletta, non c'è Ragazzi, mi presento. Cerca, dati. Eccomi. Ma lavare per 2 giornate al cantiere del tufello, si te va. No, ciao tutti. Ma che, me li posso fabbricare io i posti. Donc voilà, alors il y aurait beaucoup de choses à dire en termes d'analyse sur cet extrait, hein. On pourrait notamment commencer par parler de cette impression de flux et de reflux que provoquent les mouvements de caméra, les panoramiques ici, hein. C'est le responsable du bureau pour l'emploi qui arrive ici dans le bus et qui va être assailli par tous les demandeurs d'emploi qui se regroupent en grappe autour de lui. Vous avez vu que la caméra a panoté à gauche pour suivre le bus, elle va panoter à droite pour suivre ce petit attroupement. Et cet effet de flux et de reflux va se prolonger sur l'escalier, hein, avec cette vague humaine qui prend l'assaut de ce relief et qui est assez vite réprimé et qui reflue en fait, qui retombe, puisque les demandeurs d'emploi dans cette Italie sinistrée de l'après-guerre ne peuvent pas avoir accès à ce bureau dans lequel se décide en fait le sort de chacun d'eux. Et donc voilà le reflux ici, la vague qui retombe, et le chef du bureau pour l'emploi qui appelle l'heureux élu du jour, Ricci. Cet heureux élu, il est à l'écart, on va en reparler tout à l'heure, mais quand il arrive pour occuper le poste qu'on lui a attribué, c'est-à-dire celui de colleur d'affiche, donc contrairement aux maçons ou aux tourneurs, aujourd'hui le travail c'est pour le colleur d'affiche, il est anobli par la scénographie, hein. Il est placé par la scénographie au même niveau que le chef du bureau pour l'emploi, presque au même niveau en fait, au-dessus de la marée humaine des nécessiteux demandeurs d'emploi, puisqu'il vient d'être élevé socialement. Donc il y a un jeu scénographique ici qui montre bien que le cinéma raconte des histoires aussi avec la mise en scène et pas seulement avec le scénario. Mais la position de Ricci est précaire parce qu'il a un problème, c'est qu'il n'a pas de vélo. Il l'a placé au mont-de-piété pour pouvoir manger. Ça fait très longtemps qu'il est au chômage. Et donc là, on voit que maintenant, la scénographie menace que Ricci soit ravalé par la masse des nécessiteux au-dessus de laquelle il venait de se hisser.
Donc tout le problème ici, c'est de savoir si Ricci va être au niveau du chef du bureau pour l'emploi, c'est-à-dire des privilégiés, entre guillemets, qui ont un emploi, ou s'il va retomber dans la misère des demandeurs d'emploi qui ne sont prêts d'ailleurs à lui voler le sien, plutôt que de lui prêter un vélo, comme on le voit. Donc cette scénographie ici, c'est vraiment un travail d'image qui raconte énormément de choses aussi sur la société de son temps. Et Ricci finit par fendre le groupe ici pour s'en distinguer et partir à l'aventure qui va consister dans un premier temps à trouver un vélo. Alors ça c'est effectivement, ce sont des choses tout à fait intéressantes, mais le point principal que je voulais explorer avec vous par rapport à la perspective narratologique, c'est qu'un début de film en fait c'est la présentation alors d'un décor, d'un espace pour l'action, donc ici par exemple un quartier très défavorisé, la caméra nous permet de le détailler avec des immeubles très frustres, pas de goudron sur la route, on verra plus tard des gens qui vont faire la queue pour aller chercher de l'eau, ça nous présente donc une époque, ça nous présente les grands enjeux du film, les grands enjeux en termes narratifs et énergétiques, c'est-à-dire notamment l'idée de la lutte pour la survie et de le Graal que représente le fait d'avoir un emploi dans cette économie sinistrée pour échapper à la misère. Mais le début d'un film, c'est aussi le choix d'un personnage qui va incarner quelque chose, peut-être plus que lui-même, qui va incarner un type humain, qui va incarner, à travers lequel, qui va vivre une histoire à travers laquelle vont se reconnaître beaucoup d'autres êtres humains qui ne s'appellent pas comme lui, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques et sociales, mais qui globalement connaissent le même sort ou un sort comparable. Et donc la question à laquelle doit répondre tout début de film d'une certaine façon, c'est pourquoi choisir ce personnage-là, pourquoi suivre ce personnage-là, étant donné que dans la foule qui se présente au pied du bureau pour l'emploi aujourd'hui, il y a des dizaines de personnes que nous aurions pu suivre tout aussi bien dans leur galère pour raconter la misère de l'Italie d'après-guerre. Pourquoi Ricci ? La réponse, c'est que c'est arbitraire, c'est qu'il faut bien choisir quelqu'un, c'est l'aspect métonymique aussi de toute fiction, de pouvoir raconter le général à travers le particulier, le destin d'un héros, d'un personnage principal, ici pas un héros au sens héroïque du terme, un héros au sens de personnage principal. Le personnage principal, c'est un type humain qui condense en fait des enjeux qui sont plus vastes que ce qui lui arrive à lui, qui renvoie à ce qui arrive à beaucoup d'autres êtres humains dans la société contemporaine du film. Et en fait, ce qui est intéressant avec le voleur de bicyclette, c'est qu'il illustre parfaitement cet arbitraire. Pourquoi choisir un tel plutôt qu'un autre ? Eh bien, tout simplement parce que ce jour-là, le chef du bureau pour l'emploi a appelé Ricci. Et le chef du bureau pour l'emploi, voilà, il est un peu comme le prêtre qui est l'intercesseur des dieux. Il est au sommet d'un escalier comme l'escalier d'un temple, face à une troupe de fidèles qui attend la bonne parole dont on ne comprend pas vraiment les ressorts, comme les voies du Seigneur qui sont impénétrables. La scénographie ici aussi imite beaucoup ces tableaux de la Renaissance qui montrent ces représentations de fidèles qui viennent consulter les prêtres sur les marches du temple. Et ben voilà, c'est l'arbitraire du dieu entre guillemets de la séquence, ou du prêtre qui se fait l'intercesseur de la volonté des dieux. C'est Ricci qui est choisi, et Ricci il est à l'écart parce qu'il est tellement désespéré qu'il n'espère même plus à ce moment-là obtenir un jour un emploi. Et donc c'est son camarade qui va le chercher et qui l'aide à fendre la foule des nécessiteux une première fois, une foule au-dessus de laquelle Ricci va s'élever. Donc de la même façon que Lettre de Sibérie finalement nous permet de réfléchir quand on l'analyse à la question du pouvoir de la voix sur les images, qui est une question générale du cinéma et de l'audiovisuel. Le début du voleur de bicyclette semble conscientiser semble exposer au spectateur en fait l'arbitraire inhérent au fait de choisir un personnage
pour le suivre, surtout pour un courant du cinéma, le néoréalisme italien, qui a pris pour objet la vie des gens, des monsieur tout le monde, la vie des gens simples. C'est-à-dire que le critère pour choisir le héros, c'est pas qu'il soit doté de qualités morales particulières, c'est pas qu'il ait un courage particulier, c'est pas qu'il ait une beauté particulière ou je ne sais quoi. Non, c'est parce qu'il faut bien choisir quelqu'un. Et le film, voilà, semble exposer consciemment l'arbitraire de ce choix, mais l'arbitraire de ce choix, au fond, c'est ce qu'accomplissent à peu près toutes les fictions cinématographiques en leur début, quand elles nous présentent leur personnage principal, leur héros. Donc si on analyse cette séquence de cette façon-là, on a aussi une perspective plus large sur le cinéma dans son ensemble. Et le voleur de bicyclette nous permet de faire la transition avec notamment les écrits d'André Bazin, que vous retrouvez dans la bibliographie, notamment ces fameux articles regroupés dans le recueil Qu'est-ce que le cinéma, grand classique des études cinématographiques, mais également les écrits de Siegfried Kracauer, dont Christian Fuglsang vous a peut-être parlé du livre de Caligari à Hitler, qui est un livre sur le rapport entre histoire et cinéma. Mais il y a un autre livre majeur de Siegfried Kracauer qui date de 1960 et qui s'intitule Théorie du film, et qui est, comme les écrits de André Bazin, qui s'inscrit dans les perspectives ontologiques de l'esthétique du cinéma. Alors les perspectives ontologiques, ce sont les perspectives qui veulent réfléchir sur le médium, à partir de l'idée que le médium aurait une ou des fonctions particulières en tant que médium. La première chose à dire, c'est que il ne faut pas du tout caricaturer non plus ces approches-là. Ce n'est pas parce que Kracauer et Bazin ont donné une perspective ontologique au cinéma qu'il n'y a pas d'autres perspectives ontologiques qui peuvent exister. Par exemple, Bazin et Kracauer ont essentiellement fait du cinéma le médium du réalisme. C'est-à-dire que le cinéma en tant que médium, c'est-à-dire en tant qu'appareillage technique, en tant que dispositif technique, en tant que spectacle, quelle que soit l'utilisation qu'on en fait, il porte en lui un lien singulier entre le monde et les spectateurs. Parce que le cinéma, c'est le premier médium qui redonne, je dirais de façon pleine et entière, l'image du monde, l'image des choses, l'image en mouvement des choses, l'image photographique en mouvement. Et donc l'apparition du cinéma dans le système des moyens de communication humains, c'est l'apparition d'un médium, c'est-à-dire un moyen de communication qui permet de filmer réellement les choses et de créer un lien particulier avec les spectateurs à partir de ce réalisme. Réalisme qui ne veut pas dire que les choses ne sont pas manipulées. Réalisme qui ne veut pas dire que la médiatisation n'existe plus, même si parfois quelques formulations un peu excessives de Bazin, notamment sur le courant néoréaliste italien, quand il dit plus de caméra, plus de cinéma, pourrait laisser penser ça. En fait, la perspective ontologique réaliste, elle est plus complexe que ça. Elle consiste à dire, le cinéma, c'est le premier médium qui permet en gros d'appuyer sur un bouton ou d'actionner une machine qui prend l'image pour nous. Et cette machine, en fait, du coup, elle nous délivre, nous, êtres humains qui concevons le film, de la responsabilité de la conception des choses, parce que c'est le monde qui a conçu les choses et le cinéma est là pour en témoigner. Côté spectateur, l'idée, c'est de dire, le cinéma nous met devant les yeux ce monde que nous pourrions voir dans la réalité, mais dans la réalité, en fait, nous sommes trop obnubilés par nos petites préoccupations quotidiennes. Nous ne voyons pas réellement, et le fait qu'un film nous permette pendant un temps imposé de regarder le monde tel qu'il est, en tout cas tel qu'il a été devant une caméra, crée un nouveau lien entre nous et le monde, et c'est pour ça que le réalisme dont il est question ici, c'est pas du tout simplement de la vraisemblance, c'est pas juste l'idée que voilà d'une réalité qui arriverait comme ça sans aucune médiation, c'est l'idée au contraire de regarder la réalité avec un œil différent, de la regarder de façon plus approfondie, de créer entre nous spectateurs et le réel filmé par la caméra un lien plus fort, plus approfondi, plus intense que ce que nous avons dans la vraie vie en fait.
C'est ça l'idée qu'il y a derrière la perspective ontologique réaliste du cinéma. Et donc la perspective ontologique réaliste, elle est vraiment associée à une esthétique, hein, c'est-à-dire à une façon de concevoir le cinéma comme étant avant tout un médium qui permet de capter les images du monde et qui permet de les méditer. Et du coup, cette perspective ontologique réaliste, évidemment, elle est ce qu'elle est, et elle est incontestable, c'est-à-dire que sur le plan de la pure théorie, l'approche de Bazin et de Krakauer est absolument incontestable sur cette fonction que peut remplir le cinéma. Là où l'approche de Bazin et Krakauer est peut-être un peu excessive et où on peut la discuter, c'est qu'ils en ont fait vraiment l'alpha et l'oméga du cinéma, alors qu'on peut très bien imaginer d'autres perspectives ontologiques que le cinéma peut remplir, comme une perspective onirique, une perspective fantastique par exemple, et qui est, si vous voulez, la voix Georges Méliès en un sens, alors que la voix des Frères Lumière, elle, de son côté, si on prend des films qui datent des tout débuts du cinéma, correspondrait plus à ce que Bazin et Krakauer veulent nous dire à propos du paradigme réaliste. Puisque les films des Frères Lumière, voilà, c'est 50 secondes de vie réelle, en quelque sorte, qui passent devant la caméra et qu'on peut voir différemment que si on y assistait dans la réalité. Il y a une sorte de lien spirituel, de lien transcendantal qui passerait entre le réel du monde et les spectateurs à travers l'action objectifiante de cet outil incroyable qui est une caméra, qui libère l'homme créateur de la responsabilité de créer le monde, puisqu'il est déjà là. Simplement, la perspective de la création à ce moment-là, ça va être véritablement de savoir utiliser ce réalisme, de savoir s'y accorder sur le plan éthique et sur le plan poétique, et de créer des films intéressants à partir de cette fonction formidable qu'a le cinéma. Mais donc, comme je vous disais, on peut être aussi dans la voie Méliès, on peut explorer aussi d'autres perspectives ontologiques, comme par exemple l'idée que le cinéma peut être là pour donner vie à des univers qui seraient absolument irreprésentables sans lui, des univers merveilleux, des univers fantastiques, des univers oniriques. Peut-être que le cinéma est l'art par excellence, par exemple, pour représenter les rêves, parce que les images qui se succèdent de façon chaotique dans notre esprit, des images qui s'imbriquent les unes dans les autres, sans lien logique forcément évident, etc. Le cinéma est merveilleusement outillé pour faire ça. Dieu sait qu'il l'a rarement fait, puisque la plupart du temps, quand on filme le rêve d'un personnage, on le filme absolument comme le reste du film. Mais en tout cas, c'est possible. C'est possible de le faire, peut-être comme dans la grande séquence du rêve de La maison du docteur Edwards d'Alfred Hitchcock. On peut citer aussi d'autres exemples, bien sûr. Et donc voilà, il y a différentes perspectives ontologiques qui sont envisageables. La perspective ontologique réaliste est celle qui a eu le plus d'écho dans la théorie du cinéma, parce que en fait, elle prenait pour socle le principal stigmate du cinéma, c'est-à-dire le principal aspect du cinéma qui faisait qu'on considérait que ce n'était pas un art, le principal aspect du cinéma qui faisait qu'on le délégitimait, c'est-à-dire le fait justement que la machine enregistre automatiquement l'image. Bien entendu, on fait des choix de cadre, on fait des choix de lumière, enfin bon, mais tout ça est évident. Mais à partir du moment où c'est la machine elle-même qui crée l'image, il y avait un petit peu ce soupçon au fond que le cinéma était plutôt un artisanat de techniciens, mais pas un art véritable. Et la force et la puissance de la pensée de Bazin et de Krakauer, même si elle est parfois un peu excessive dans son militantisme, c'est d'avoir retourné complètement le stigmate et d'avoir dit si le cinéma est un art aussi puissant et aussi indispensable, c'est justement parce que c'est un art de la mécanisation de l'image. C'est justement parce que c'est un art dans lequel c'est la machine qui capte les choses. Parce que c'est ça qui crée entre ce que le film représente et nous, spectateurs, ce lien philosophique et méditatif irremplaçable que les autres médiums ne peuvent pas proposer. Donc c'était un acte théorique assez génial et qui a eu beaucoup d'impact dans la théorie du cinéma. Et encore aujourd'hui, d'une certaine façon, ce qu'on peut dire, c'est que Bazin a un peu fantasmé le cinéma néo-réaliste. C'est-à-dire qu'il a vu une fonction ontologique du cinéma qui est le réalisme intrinsèque, hein, ce réalisme qui est beaucoup plus que la simple vraisemblance ou la simple crédibilité, hein, qui est ce rapport particulier au monde filmé qui se crée pour les spectateurs à partir du moment où on laisse ce monde exister pour lui-même, d'une certaine façon.
Mais en fait, comme on l'a vu avec l'analyse ici de voleurs de bicyclette, il y a quand même beaucoup de mise en scène dans les films néo-réalistes. Il y a quand même beaucoup de mise en scène, il y a tout ce jeu scénographique avec la position de la caméra, avec les marches de l'escalier, etc. Et donc en fait, Bazin s'est servi des films néo-réalistes pour bâtir sa théorie, parce que c'était les films qui correspondaient peut-être le mieux à son époque, à son idéal du cinéma. Mais il forçait de constater que, en fait, les films qui correspondent le mieux aux théories énoncées par Bazin et par Krakauer dans les années 1940, 50, 60, ce sont des films des années 2000-2010, qui appartiennent notamment au courant de ce qu'on appelle le cinéma contemporain contemplatif. Et le grand paradoxe, c'est que les perspectives ontologiques réalistes de Bazin et de Krakauer reposaient intégralement sur le médium film, c'est-à-dire le médium argentique, parce que c'était l'idée que le monde imprimait sa propre image sur le support, à travers la machine qui est la caméra. Or, avec le numérique, c'est plus vraiment le cas. Puisque maintenant, la caméra, elle capte les signaux du monde et elle les transforme pour en faire autre chose. Et une succession binaire de 0 et de 1 qu'ensuite les supports de lecture nous permettent de restituer l'image. Autrement dit, on a perdu ce lien de l'empreinte du monde qui était essentiel aux théories de Bazin et de Krakauer sur le réalisme ontologique. Et c'est dans ce cinéma-là, qui est souvent tourné en numérique, que se situent en fait les films qui correspondent le mieux aux théories de Bazin et de Krakauer, notamment des films associés au cinéma contemporain contemplatif, alors des films de Lisandro Alonso, de Bellatar, des films de Jazanke, de Abbas Kiarostami, etc. Alors dans le tas, je vous ai cité aussi des cinéastes qui travaillent parfois avec l'argentique, qui restent fidèles à l'argentique, mais pour dire que le numérique n'est pas du tout incompatible avec ça, et notamment le film Still Life de Jazanke, qui est un très bon exemple de basinisme, je dirais, cinématographique, et un des plus beaux films, à mon avis, des années 2000. C'est un film qui est tourné en numérique, et le numérique, en fait, présente des potentialités énorme vis-à-vis de la perspective ontologique réaliste de Bazin et de Krakauer, notamment parce qu'il permet de tourner de façon continue. On n'a plus besoin de prévoir les prises de vue, la caméra est légère, on peut l'emmener où on veut, on peut tourner sans autorisation, on peut tourner à l'infini, on peut tourner pendant des heures pour ne garder que les 5 ou 6 minutes pendant lesquelles il s'est passé quelque chose de vraiment fort en termes de rencontre justement avec la réalité du monde. Bref, le numérique finalement a libéré les cinéastes pour aller encore plus loin dans la voie théorique qui a été imaginée en fait par Bazin et Krakauer. Ils n'avaient pas vraiment sous les yeux les films qui permettaient vraiment d'établir cette théorie. Ils avaient un idéal pour le cinéma et c'est 40 ou 50 ans plus tard que le cinéma le réalise pleinement. C'est d'ailleurs souvent le cas parfois, les théories sont vraiment en avance sur les films. Alors voilà, pour vous montrer juste, il faudrait voir le film entier, Still Life évidemment, pour vraiment se rendre compte de ce qui s'y passe, mais juste pour nous permettre d'illustrer un petit peu ce point-là et de montrer finalement comment l'analyse de film peut remonter à plus large que le film analysé ou la séquence analysée, c'est-à-dire par exemple une perspective ontologique sur le cinéma, une perspective ontologique sur le médium. Voyons le début de Still Life, la scène générique, qui va un peu vous faire penser au voleur de bicyclette, puisque vous allez y retrouver le choix arbitraire d'un personnage principal, là encore comme dans le voleur de bicyclette, incarné par un acteur non professionnel. Mais avant cela, la caméra aura détaillé beaucoup de choses au long d'une sorte de travelling filet qui raccorde par des fondus enchaînés dans un trajet en ferry. Alors, où se trouve Still Life? Excusez-moi. Ici. Lion d'or à Venise, en 2007.
Voilà, une belle façon de signer du nom de cinéaste ce très beau plan. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans ce début de film? Eh bien, nous allons vers le personnage principal, celui qui va être filé, si on veut reprendre le terme néo-réaliste, dans les petits faits qui vont composer son existence dans un lieu du monde qu'il s'agit de mieux comprendre, qui est une ville en sursis, une ville qui va bientôt être engloutie par les eaux d'un barrage sacrifié sur l'autel du développement économique d'une nation. Et en fait, nous avons cette espèce de plan, j'hésite à l'appeler plan séquence, c'est peut-être une succession effectivement de prises de vue, mais ça donne vraiment l'impression d'un travelling continu dans lequel on aurait simplement coupé certaines parties, en raccordant les différents plans finalement avec des fondus, hein. Eh bien nous parcourons l'ensemble des visages des passagers de ce ferry, qui ne sont pas simplement des figurants qui sont là pour être des faire-valoir du héros, qui ne sont pas seulement des corps présents comme une forme de chair à canon du cinéma pour donner simplement de la crédibilité à certaines séquences. Ce sont les corps des passagers du ferry ce jour-là, et
ce qui est intéressant, c'est que Jason Kay, en fait, dans ce choix de mise en scène qu'il fait, de passer autant de temps avec eux au début du film, eh bien, chaque seconde, chaque personnage, chaque corps, chaque personne devant laquelle nous passons, nous nous arrêtons quelques secondes devant elle, et nous pouvons la détailler, et nous pouvons l'observer véritablement, mieux sans doute qu'on ne le ferait dans la vraie vie. Et c'est toute la question en fait du rapport à l'autre, à l'altérité qui surgit ici. L'autre comme porteur d'histoire, l'autre comme personnage potentiel du film que l'on pourrait suivre. Et comme dans Le voleur de bicyclette, il faut bien faire un choix, il faut bien choisir un personnage pour le suivre. Mais en fait, toutes ces personnes devant lesquelles on est passé sont des destins, sont des histoires potentielles que l'on pourrait raconter. Et nous avons le temps de nous dire cela, nous spectateurs, parce que la caméra crée entre, et le système formel du film, crée entre nous et ces personnes un lien singulier qui nous demande de porter pendant quelques secondes notre attention sur chacun d'entre eux. Une chose qu'on fait finalement très peu dans la vraie vie, quand on est les yeux sur nos baskets, en train de regarder notre smartphone dans le métro, on fait vraiment pas ça. Et là, finalement, le film nous force à le faire. Et donc, on est vraiment dans l'actualisation, si vous voulez, d'un des idéaux du cinéma par rapport à la perspective ontologique réaliste, qui est de créer un lien nouveau avec le réel du monde, en imposant un temps particulier de projection, un temps particulier d'exposition à l'image pour les spectateurs, avant d'arriver donc sur ce personnage qui est en bout de course et dont on sent que la mise en scène le désigne comme étant le personnage principal, mais comme dans Le voleur de bicyclette, finalement on se résout à ce choix d'un personnage parce qu'il le faut bien, mais on a eu l'idée conscientisé par le film que tous les autres destins qui sont passés devant nos yeux valaient la peine aussi d'être suivis, que toutes ces histoires valaient la peine d'être racontées. Voilà. Par ailleurs, on pourrait aussi parler en termes là plus de phénomène d'image, de l'idée de ces travelling assez lents et aussi de cette proximité avec les corps qui indique quelque chose un petit peu étouffant quand même, que la place est rare à l'intérieur de ce ferry, et puis aussi ces fondus enchaînés qui donnent un aspect un peu liquide à l'image et qui renvoient bien sur le plan, qui inscrivent dans le corps du film en fait quelque chose de la chaleur moite et humide que l'on sent véritablement dans cette séquence et qui est celle du lieu. Donc il y a aussi un lien particulier avec le lieu, avec les données sensitives du lieu qui peut être exploré, mais ça on va en parler dans une prochaine vidéo où je vous parlerai notamment des perspectives phénoménologiques qui interrogent le médium cinéma par rapport à ces dimensions sensibles. Là, on était plus avec les perspectives ontologiques réalistes, dans une dimension philosophique et spiritualiste, une nouvelle façon de comprendre le monde, de comprendre l'autre, à travers la médiation particulière du cinéma en tant que médium. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, je pense que je ferai encore une ou deux vidéos que j'espère assez courtes pour revenir sur quelques autres types de perspectives esthétiques, notamment les perspectives formalistes, phénoménologiques, donc comme je vous disais, et puis figuratives et figurales. Je vous mets quelques textes en plus sur eCampus pour votre consultation si vous le souhaitez. J'espère qu'on aura le temps de faire un petit point aussi sur classicisme, modernisme, postmodernisme avec un M. Voilà, je corrige en direct. Et sur les perspectives philosophiques de façon générale, puisque l'esthétique, après tout, c'est ça, avant tout, c'est une philosophie de l'art, une philosophie du médium, une philosophie des formes, une philosophie du sensible. Voilà, je m'arrête donc ici comme promis et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo.